au micro de RTI. Et si vous preniez un peu de temps pour vous en écoutant cette émission, en vous installant avec un thé ou un café et en regardant au loin par la fenêtre? Comme mercredi dernier, cette émission sera un peu spéciale et ponctuée d'intermèdes musicaux avec la chanson Un tour en forêt de Kubiak. Je le remercie de nous avoir autorisé à la diffuser. Cette chanson fait écho au sujet dont nous continuons de parler aujourd'hui. J'ai en effet eu le plaisir de recevoir au micro de RTI Alain Lancelot, auteur du livre Chemin de reconnexion aux éditions Guy Trédaniel, qui a été traduit récemment en mandarin par Zi et publié à Taïwan par les éditions Cité. Zi, la traductrice d'Alain Lancelot, a également parcouru le chemin de Compostelle. Vous avez d'ailleurs peut-être entendu son interview il y a quelques semaines dans l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière. Elle était également notre invitée en dialogue avec Alain Lancelot. Alain Lancelot, qui est sophrologue, coach et conférencier, après une carrière de journaliste et d'animateur télé, un burn-out l'a conduit à se spécialiser dans la gestion du stress. Il est aussi guide de Shinrin-yoku ou thérapie forestière, sylvothérapie. Pour Zi, l'année 2023 était placée sous le signe du chemin de Compostelle et chemin de reconnexion qui se sont en quelque sorte croisés et nourris l'un l'autre. J'ai traduit chemin de reconnexion avant mon chemin de Compostelle. Et après avoir commencé la traduction, le mot de chemin m'arrivait assez souvent. J'ai vu ce mot partout et je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est une sorte d'autosuggestion évoquée dans le livre sur la page 49 pour me pousser en avant pour Compostelle. C'est un livre qui m'a beaucoup influencé et pour moi, traduire, c'est lire profondément. J'ai donc appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. J'ai apprécié particulièrement les symboles cachés de la nature dans le chapitre 3. Donc, je perçois maintenant les éléments quand je suis dans la nature. Par exemple, les étendues d'eau et les cascades et les marches, etc. Pour moi, c'est un livre assez complet. Grâce au travail de traduction, Zi a visualisé certains exercices proposés dans le livre et en a pratiqué quelques-uns, par exemple le fait d'expulser ses tensions mentales et physiques dans le sol afin de lâcher prise. Sur le chemin de Compostelle, elle a aussi été attentive à la respiration et elle s'est déconnectée du numérique. Nous en avons d'ailleurs parlé dans le précédent épisode. La déconnexion numérique dans le chemin de Compostelle est inévitable parce que j'étais épuisée tous les jours et je n'avais pas les mains disponibles pour sortir le portable en chemin. Et quant à la marche silencieuse, c'est pour moi une question esthétique, car je peux voir et écouter le mieux possible dans le silence. Le silence est une sorte de concentration et en ce qui concerne la respiration, la plupart du temps, je marche dans la nature ou bien dans la forêt. C'est donc une belle occasion pour respirer profondément. Par ailleurs, je peux accorder ma marche avec respiration. Cela me permet de créer certaines harmonies. Pour Zi, c'était comme un cadeau de la vie que d'avoir traduit ce livre juste avant de parcourir le chemin de Compostelle. Que lui reste-t-il de tout cela depuis son retour à Taïwan ? Après mon retour, je continue toujours d'aller à Yangmingshan une fois par semaine pour me connecter avec la nature. J'enlève les chaussettes pour m'ancrer dans la terre. Et une autre chose qui a changé au retour de Compostelle est le fait que j'essaye de moins gaspiller et d'acheter plus de produits issus de l'agriculture biologique ou de la permaculture, ce qui est meilleur pour la planète. Je suis aussi plus consciente qu'on a une vie
et que c'est précieux de continuer à avancer. Comme sur le chemin de Compostelle, on avance sans arrêt et on ne revient pas en arrière. Prends le temps de fermer les yeux, tu verras ce qui se passera. Le grand esprit si merveilleux, oui Pachamama enlace ton aura, car les ondes qui sommeillent en toi ne demandent qu'à s'équilibrer. Elles chantent le réveil de la foi, présentez-la pour te guider. Cette musique intérieure te souffle les secrets de la paix. Les harmoniques de ton cœur te poussent à être dans le respect et de rendre grâce aux divines lois qui font de toi ce que tu es. Quand ta nature reprend ses droits, tu retrouves ta place en forêt. Quand tu retrouves ta place en forêt, tu redécouvres ce qui est vrai. Quand tu retrouves ta place en forêt, tu redeviens ce que tu es. Ressens donc en toi la forêt, car c'est la force qui t'a fait naître. Ressens donc en toi la forêt, et arrête de regarder ta vie par la fenêtre. Oui, je suis très content que Zi ait fait le chemin de Compostelle parce que c'est un chemin important, bien connu d'ailleurs, bien avant que la chrétienté le fasse en tant que chemin de Compostelle. Il était utilisé par nos ancêtres de façon à aller chercher un minerai sur une plage bien particulière, et il y avait tout un chemin symbolique et initiatique. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que Zi a dit, c'est cette notion de ralentir et d'être dans la marche. Parce qu'on est dans une période où on veut faire deux vies en même temps. Les gens disent « Oh, je suis multitâche !» Non, c'est pas possible. Le cerveau est monotâche, de toute façon. C'est impossible de faire plusieurs choses à la fois. Bien plusieurs choses à la fois. Donc, en faisant ça, ça permet de mieux vivre sa vie. Je dis toujours que vivre 2 fois plus vite, c'est vivre 2 fois moins intensément. Et après, on retrouve des gens en fin de vie qui disent « Ah, si j'avais su !» Non, moi, c'est parce que j'ai voulu faire plein de choses que je suis tombé en burn-out. Après mon burn-out où je faisais les choses qui ont du sens pour moi maintenant, honnêtement, je vis qu'une seule vie et je la vis intensément et je prends le temps de vivre les choses. Et donc je garde ça en tête. Et c'est ça aussi le bienfait de la marche. La différence entre le Shirin-yoku et la balade, c'est qu'on prend conscience de notre marche. Ces réflexions me font penser que de nombreux problèmes viennent du fait que l'on n'accepte pas nos limites. La société nous pousse d'ailleurs à accumuler et à nous satisfaire de l'accumulation. Or, se poser quelques limites permettrait de se rendre compte que l'on ne peut pas tout faire et on ferait peut-être les choses mieux. Tout à fait, et je vais utiliser une métaphore. Il y a des superbes cascades et des superbes torrents à Taïwan. Où vous, d'ailleurs, c'est très bon d'être à côté d'une cascade parce que vous utilisez les ions négatifs qui sont très bonnes pour le corps. Mais c'est quoi la différence entre une cascade, un torrent et un lac? Ou une pataugeoire, c'est-à-dire une sorte de marais? C'est quoi la différence? Ce sont les bords. C'est-à-dire que si vous prenez une belle cascade, si vous prenez un beau torrent qui donne envie, qui donne de l'énergie, la symbolique de la nature, et de vous enlever en fait les pierres sur le bord, l'eau se répand partout et ça devient un marécage. Donc la seule chose qui évite que ce torrent plein de vie devienne un marécage, une sorte de quelque chose de pas beau, eh bien ce sont les bords. Et j'aime beaucoup cette métaphore, c'est pour ça qu'il est important de se donner des cadres. Mais on n'est pas obligé de répondre au cadre de la société. C'est pas parce qu'autour de vous, les gens stressent que vous êtes obligé de prendre le stress. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Nous sommes responsables de notre santé, nous sommes responsables de notre stress. Il suffit simplement de se dire, voilà, quel est le cadre, quel est le sens que je veux donner à ma vie. Et la nature aide pour ça, parce que quand vous allez en nature, quand vous faites un Shirin-yoku, la nature ne vous juge jamais. On parle toujours d'introspection, et j'ai des fois des gens qui me disent « Oh, on ne va pas faire de la méditation. » Moi, non, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas ceci. Mais la méditation, ce n'est pas que quelque chose de religieux. La méditation, c'est aussi se poser, et simplement laisser venir ce qui se passe dans votre corps. Accepter tout ce qui se passe dans votre corps. Parce que toute action positive du cerveau a une action positive sur le corps. Mais ça veut dire aussi que toute action négative du cerveau a une action négative sur le corps. Et vice-versa d'ailleurs. Et pratiquer le Shirin-yoku, pratiquer les chemins de reconnexion, c'est justement recréer ce lien entre le corps et l'esprit.
Et malheureusement, on est dans une société où on pense au corps, j'allais dire pour faire de la chirurgie esthétique, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis ceci, est-ce que j'ai pas un gramme de trop, mais on ne pense pas au corps vraiment, on ne travaille jamais le corps interne. Et donc il ne faut pas avoir peur d'aller voir à l'intérieur, c'est peut-être le plus beau des voyages, et je rejoins sur le chemin de Compostelle, parce que quand on fait des chemins comme ça, on va se retrouver à l'intérieur de nous. Et c'est quand même génial. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours confortable. Mais la nature, la forest-thérapie, vous permet peut-être que ça soit un petit peu plus confortable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Déjà parce que on fait partie du vivant. Nous avons un lien inné avec la nature. Qu'on soit cadre dans une grande société, président ou éboueur, c'est la même chose. Il n'y a pas de notion de statut là-dedans. D'ailleurs, le mot humain vient de humus. Exactement. Exactement, on est tous égaux et on vient tous de la nature. Et d'ailleurs, dans mes conférences ou ici, je fais toujours faire un petit exercice très rapide. Je dis là, fermez les yeux 2 secondes et pensez à un arbre que vous avez aimé quand vous étiez petit, où vous allez vous confier, ou alors un endroit dans la nature que vous aimez. Il y en a forcément un. Et souvent, je regarde le regard des gens et ils commencent à sourire. Et là, c'est pas du hasard, c'est pas de la magie, c'est neurologique. Penser à la nature, visualiser la nature, développe des choses positives en nous. Et c'est ça, en fait, les preuves scientifiques, c'est-à-dire que c'est neurologique. On oublie facilement, en fait, le lien entre le corps et l'esprit. À Taïwan, le gouvernement a récemment mis en place une formation certifiante pour des thérapeutes forestiers. Alain Lancelot, qui est aussi président de la branche française de l'INFOM, International Society of Nature and Forest Medicine, souligne que les bienfaits du Shinrin-yoku pour gérer le stress ont été mis en lumière par des études scientifiques. Il espère que cela sera pris davantage au sérieux par les instances françaises, suivant l'exemple de Taïwan et du Japon. Ses liens à la forêt taïwanaise sont très forts car c'est ici qu'il a commencé à pratiquer la sophrologie dans la forêt, que ce soit à Yangmingshan ou à Maokong en bordure de Taipei, et c'est au cœur de la forêt taïwanaise qu'il a écrit Chemin de reconnexion. C'est une forêt magique, au sens purement magie du terme. Vous avez des volcans de Yangmingshan, vous avez des sommets à plus de 3000 mètres, vous avez des petits coins cachés, des temples accrochés sur les falaises, où vous êtes comme dans une grotte de méditation, vous pouvez vraiment faire un travail intérieur, et vous sortez, vous avez la lumière. C'est vrai que j'ai un lien très fort avec la forêt taïwanaise, aussi parce qu'elle m'a permis j'allais dire entre guillemets, d'accoucher de ce livre. Et puis maintenant, de proposer ce livre en chinois grâce à la traduction de Zi. Donc oui, c'est vrai que Taïwan est vraiment... j'ai passé 4 ans, j'allais dire, quasiment tous les jours dans la nature. En plus, quand on habite à Taipei, c'est vraiment très facile de sortir de la ville pour se retrouver en pleine forêt luxuriante. Ce serait dommage de passer à côté de tout ce que cela nous offre, mais comme nous l'avons vu la semaine dernière, aller en forêt faire du sport, une balade avec des amis ou même en emportant sous le bras un transistor, comme le font certains Taïwanais, c'est bien, mais cela ne procure pas autant de bienfaits que le Shinrin-yoku. Comme le rappelle Alain Lancelot, que ce soit le Shinrin-yoku ou le chemin de Compostelle, cela se fait en silence. Vous savez qu'il y a eu des études qui ont montré qu'au bout de 2 heures de silence, vous recréez des connexions dans votre cerveau qui sont perdus parce qu'on a toujours du bruit. Donc, faire ce silence, et puis honnêtement, dans la forêt, il n'y a jamais un vrai silence. Mais il y a un bruit naturel, et le cerveau reconnaît un bruit naturel d'un bruit artificiel, et il ne fait pas le même effet sur le cerveau. Donc c'est vrai que j'adore ce rapport des Taïwanais avec la nature, mais je leur conseille aussi d'essayer les bains de forêt, et de voir que le silence, des fois, ça fait du bien, et surtout, on en a besoin. Le Shinrin-yoku est pour le moment peut-être encore une pratique marginale, mais à terme, c'est peut-être amené à se développer. Et en parallèle de l'évolution des modes de vie, cela pourrait peut-être faire évoluer le rapport des Taïwanais à la forêt. Et moi, mon approche, c'est de dire que si on ne fait pas attention à la nature ne peut pas faire attention à nous. C'est-à-dire arrêter peut-être le côté écologie punitive et se dire que si on détruit un arbre, on détruit notre santé. Vous voyez, c'est-à-dire changer de regard. La forest-thérapie nous soigne, nous guérit. Donc, ça veut dire que si on détruit l'environnement, on détruit une partie de nous.
Et donc ça veut dire qu'on aura moins de possibilités de gérer le stress que la vie nous donne. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une période très stressante. Il n'y a pas un pays où les gens ne souffrent pas du stress. On a là quelque chose de, entre guillemets, gratuit, qui nous permet de revenir à nous, de gérer le stress, de retrouver ce pourquoi on est sur Terre, et on le détruit. Et peut-être qu'en se disant, tiens, si je prends soin de la nature, je prends soin de moi. Du coup, je pense que les gens vont peut-être changer de regard sur la nature. Prendre soin de la nature, c'est prendre soin de notre santé, souligne Alain Lancelot, qui rappelle la différence entre l'initié et le profane. Le profane pense qu'il est un petit point dans l'univers, alors que l'initié sait que l'univers est un petit point en nous. On n'est pas un petit point dans la nature, mais la nature est un petit point en nous. Nous sommes tous ces petits points d'une grande trame qui constitue le vivant. On fait partie de cet ensemble, rappelle Alain Lancelot. Tout cela m'a fait penser au design en permaculture, où l'on prend conscience du fait que les humains n'ont pas forcément un impact négatif sur le vivant. Nous pouvons aussi régénérer le vivant. Et ce que l'on peut apporter à la nature, c'est finalement ce qu'elle nous apporte. Car en effet, il faut d'abord observer, comprendre pour s'en inspirer. Prendre conscience que nous faisons partie de ce tout et y trouver notre place. Si l'on observe le vivant, on se rend également compte que la volonté très présente à notre époque de tout contrôler, que ce soit la nature ou les autres humains, est vaine. On ne peut pas contrôler, on peut simplement travailler avec, accompagner. Finalement, je me demande si ce ne serait pas ça le nouveau paradigme. À plus petite échelle, aller en forêt nous fait aussi prendre conscience qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a toujours des imprévus, que ce soit des insectes ou des serpents à Taïwan, ou bien un beau paysage, et cela nous invite à lâcher prise. Mais vous avez tout à fait raison, c'est pour ça qu'il y a une partie du livre où je dis la nature, le coach naturel. Et effectivement, quand on va dans la nature, on sait qu'on commence le chemin, mais si ça se trouve, il va arriver quelque chose parce que vous aurez, je sais pas, un animal qui va traverser, parce que vous aurez des papillons ou pas. Je me souviens d'une fois où j'avais préparé une séance où l'idée c'est de suivre un papillon. L'attention dirigée était très important pour le cerveau. Le jour où on y va, il n'y avait aucun papillon dans cet endroit, alors que j'y suis allé 10 fois, il y avait toujours des papillons. Voilà, on fait autre chose. Ça fait partie du fait du lâcher-prise. Et on le voit avec les catastrophes naturelles. Vous avez beau tout construire, il y a un tremblement de terre, je suis désolé, mais c'est le tremblement de terre qui, à la fin, a le dernier mot, malheureusement. Donc c'est aussi retrouver le côté humble. Et donc, comme vous disiez, j'aime beaucoup travailler avec. C'est pas contre, c'est pas la contraindre, c'est juste accepter qu'elle aussi, elle vit. Un rocher, ça a une vie, hein. Sauf que le rocher, c'est sur des millions d'années. Mais en tout cas, il va s'éroder aussi. Nous, on s'érode beaucoup plus vite. Et un arbre aussi a eu un début et une fin. Et je crois qu'il faut aussi accepter des fois, pour les arbres, qu'ils puissent mourir. Parce que souvent, quand on veut faire trop, si on va soutenir des arbres et des arbres avec des pics, avec ceci, il ne doit pas mourir. Mais pourquoi ? Il a le droit de mourir. C'est triste pour nous, mais ça veut dire que c'est égocentrique. On ne voudrait pas qu'il meure parce qu'il est beau. Oui, mais lui, ça y est. Donc, quelque part, il ne meurt pas parce qu'en tombant, il va faire de l'humus et donc il va enrichir le sol et ainsi de suite. C'est un cercle. Et je pense que plus on travaille avec la nature, comme vous l'avez dit, et plus nous aussi, on travaille sur nous. Et c'est vrai que normalement, une personne qui vit dans la nature et une personne qui est en harmonie avec la nature devrait trouver le moyen de gérer le stress du quotidien plus facilement qu'une personne qui est dans la ville. Et si vous êtes pris par le stress en étant... Et il y a des raisons de stresser, hein. Si c'est le manque d'argent, si c'est le manque de tout ça, c'est de la réalité concrète. Mais sauf que vous pouvez plus facilement gérer les maladies que cela peut entraîner sur le corps que lorsque vous êtes en ville. Et ça, c'est aussi la force de la nature. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de travailler avec. Travailler avec la nature, mais aussi avec les humains. Car pour revenir au Shinrin-yoku, cela nous aide à gérer le stress au niveau personnel, mais bien souvent ce stress provient de dysfonctionnements dans les entreprises ou administrations, ou même de relations interpersonnelles compliquées et parfois même de harcèlement. Travailler avec la nature pour plonger en soi afin de mieux faire face au stress permet aussi de se mettre en lien et de travailler ensemble à faire évoluer la société vers plus de bienveillance.
Sur ce, je vous laisse encore une fois en musique aux côtés de Kubiak. Je vous invite à vous rendre sur la page de cette émission pour retrouver les liens vers les livres d'Alain Lancelot et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De retour dans les bois, je me sens enfin chez moi, accueilli et respecté, le partage en toute humilité, car il suffit de faire quelques pas pour voir les plantes à récolter. Tu trouves aisément ton repas quand tu connais le savoir sacré. C'est ces traditions d'autrefois que je suis venu ici vous chanter. Non pas l'intelligence des GAFA ou des puces qu'ils voudraient nous implanter. Grâce à la clé qui est en moi, j'ouvre la porte de la vérité. Quand je vais faire un tour dans les bois, je redeviens humanité. Quand je vais faire un tour en forêt, je redécouvre ce qui est vrai. Quand je vais faire un tour en forêt, je sépare le bon grain de l'ivraie. Ouais, viens donc faire un tour en forêt. Toi qui regardes ta vie par la fenêtre, viens donc faire un tour en forêt. Retrouve la force qui t'a fait naître. Oh, 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 viens donc faire un tour en forêt. Viens donc faire un tour en forêt.